Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Quiberon et puis on inaugure une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais aller interviewer des chasseurs bien expérimentés et qui sont OK pour partager avec nous leur expérience et nous filer des trucs et astuces. Alors voilà, aujourd'hui on va à la rencontre d'Arnaud. Arnaud, c'est le président du club de chasse sous-marine de Quiberon, dont j'ai fait partie pendant quelques années. Et c'est un mec qui est non seulement un excellent chasseur, qui a été président de plusieurs clubs de chasse sous-marine, et qui est accessoirement un excellent chasseur, qui a pour particularité d'être très très généreux dans tout ce qu'il entreprend. Et puis, écoutez, il a été partant dès le départ, dès que je lui ai proposé de faire cette interview, de manière à ce qu'il partage avec nous tout ce qu'il a l'habitude de partager dans son club avec ses adhérents. Allez, maintenant on y va, on le rejoint, on a rendez-vous là, au casino de Quiberon. On va être pas trop mal là-dedans. Je vais essayer de vous mettre une vue mer, mais je suis pas certain parce qu'avec le contre-jour, bref, on verra. Je vous dis à tout de suite, on se rejoint à l'intérieur. Salut les amis, donc nous voilà avec Arnaud dont je vous ai parlé tout à l'heure. Salut. Arnaud qui est un ami de longue date, on peut dire maintenant, ça fait un petit peu, ça fait quelques années. On a fait partie du même club de chasse sur Quiberon dont tu es président. Mais je vais te laisser te présenter, tiens, ça va être t'as bien 2 ou 3 trucs à nous dire sur toi quand même. Oui, allez, un petit peu d'expérience en chasse sous-marine. Voilà. Bonjour tout le monde, donc Arnaud Girard. J'ai créé le club de chasse sous-marine à Quiberon en 2009, si je ne me trompe pas. 2009-2010, donc du coup maintenant ça date. Je chasse depuis 20 ans, principalement sur Quiberon et ses alentours. Un petit peu sur la côte nord, quand je faisais un petit peu de compétition, ça date quand j'étais plus jeune. Hein. Mais maintenant le travail fait que ici je suis bien calé sur cailloux. Donc du coup voilà, c'est principalement Watt, secteur Portivy, enfin tout le secteur de Quiberon. Voilà. Donc, que ce soit du bord ou au large. Beaucoup du bord. Et du large également. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a du poisson au bord. Quoi. Il y a beaucoup de poissons au bord. Beaucoup. C'est une bonne nouvelle ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut savoir où aller le chercher et comment aller le chercher. Voilà. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Tu nous parles un peu de ton club? Alors le club, le club il est axé vraiment sur des entraînements de pêche sous-marine. On n'est pas sur de l'apnée pure. Donc pour ça qu'on fait beaucoup de dynamique, un petit peu de physique quand même. Nous sommes on fluctue entre 20 et 30 personnes en fonction des années. Tous les gens sont les bienvenus. Hein. Faut pas hésiter, donc c'est le club subaquatique quiberonais. On a une bonne équipe, des mecs super sympas. Il n'y a pas de niveau. Au contraire, c'est vraiment, je préfère travailler avec des débutants que des gens perfectionnés parce qu'ils ont beaucoup à apprendre. Et j'aime transmettre et du coup c'est important. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Ok, je vous confirme pour en avoir fait partie, effectivement c'est un petit club de par sa taille, c'est-à-dire 20-30 personnes à taille humaine. On fait vraiment des trucs super sympas et c'est très très orienté chasse sous-marine et non pas apnée ou bouteille, avec aussi bien des entraînements spécifiques, voire des exercices de pratique en chasse sous-marine, c'est-à-dire des simulations de circuits en piscine, etc. avec des découvertes sur la sophrologie, des interventions, que ce soit des pompiers qui nous ont fait faire des cours de secourisme, enfin voilà, plein de choses très sympas. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Tu as un profil Facebook ou le Facebook sera refait. Okay. Voilà, c'est en cours de construction, de reconstruction. On pourra mettre tes coordonnées peut-être Il n'y a pas de souci. La vidéo, si quelqu'un veut les renseigner. Oui, pas de problème. Avec plaisir. Bon, alors écoute, ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, c'est faire un petit tour d'horizon, enfin profiter, tu nous fasses partager un peu ton expérience, que ça fait quand même quelques années que tu traînes tes palmes dans différents endroits. Et pour avoir chassé quelques fois avec toi, je sais que tu as le sens du poisson, tu sais comment aller prospecter des nouvelles zones, bref, tu as en clair l'expérience du bon chasseur. Et je voudrais que tu nous expliques un petit peu où se trouve le poisson, pas que tu nous donnes tes spots, hein, c'est pas l'objectif, mais c'est vraiment que tu nous apprennes en clair comment on fait pour trouver
des bons endroits. Qu'est-ce qui influe sur le poisson? La marée, le vent, le courant, et puis comment on fait pour ne pas se mettre à l'eau et y aller complètement au pif, quoi. Ce que je te propose, c'est qu'on essaie de voir, on peut peut-être commencer par le moment de la journée sur lequel il y a peut-être des moments propices par rapport à d'autres. Alors oui, les moments propices, surtout le matin ou le soir. Ouais. Le matin, c'est bien parce que du coup, le poisson travaille encore, il travaille toute la nuit. Et il travaille aussi encore le matin avant que la luminosité soit très très forte et que tous les bruits environnement ou les bruits parasites qui les dérangent, donc ça s'arrête à ce moment-là. Donc il faut profiter du matin et le soir également aussi. Donc la luminosité baisse, le poisson va commencer à retravailler parce que tous ces bruits parasites, pareil, se sont éteints. Et donc du coup, on rentre aussi dans le nocturne, donc là où le poisson travaille beaucoup la nuit aussi. Les poissons, les crustacés également. Bon, on va pas de pêcher les crustacés après le coucher du soleil, mais voilà, le poisson en fait commence à travailler. Donc le matin et le soir, c'est vraiment des moments propices. Surtout l'été, quand l'eau est bonne, quand il fait chaud aussi. Voilà. Et que ce soit ici en Bretagne, Méditerranée, j'ai entendu que c'était la même chose, le matin et le soir. Donc en gros, c'est parce que le poisson va se nourrir la nuit, il est encore là au petit matin avant de se barrer de toutes les nuisances. Et puis le soir, il commence à revenir pour faire, il se met à table, quoi. Voilà, tout à fait, c'est ça. Après, bien sûr, il faut que les conditions soient aussi idéales pour ça. Il faut que les marées correspondent, il faut tout ça. D'accord. Voilà. Mais généralement, sur tout le secteur, on peut mettre ça en pratique sans souci. Alors les conditions, justement, il y a les marées qui peuvent influer, la visibilité, le vent, les courants, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la visibilité? Parce que c'est une problématique qu'on a nous globalement toute la côte atlantique. D'une journée à l'autre, la visie n'est pas du tout la même. Et puis, tout à fait. Donc d'une part, l'avantage d'être sur le secteur ici sur la presqu'île, c'est qu'en fonction du vent, on peut choisir le côté où on peut aller pêcher. D'accord. Donc ça peut salir d'un côté et ça peut être clair de l'autre et vice versa. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de la presqu'île, c'est vraiment l'idéal pour ça. La visibilité, moi j'aime bien pêcher avec très peu de visibilité. Pourquoi? Parce que on rentre dans l'aspect prédation, de la recherche, de la traque. Et moi, c'est ce que je recherche. Et c'est aussi un avantage que le poisson va venir beaucoup plus près. Il va savoir qu'il y a un élément étranger chez lui, dans l'eau, mais comme il va pas trop bien, en fait, il va s'approcher. Et donc, du coup, c'est là où nous, l'intérêt, c'est de pouvoir tirer le poisson, des beaux poissons, dans peu d'eau et très près. Alors, qu'est-ce que tu entends par peu d'eau? Et tu disais peu de visibilité. Visibilité, moi je chasse avec 1,50 m devant la flèche, 1 m, 1,50 m devant la flèche. Donc là, moi je vais à l'eau, on peut chasser comme ça. Il faut avoir un regard attentif, aiguisé. Et puis, parce que plus l'eau va être claire, le poisson forcément il va nous voir de loin. Donc il va nous aura repéré, forcément il va partir plus tôt. Il sera, qu'on s'appelle, beaucoup plus méfiant. Et du coup, c'est peut-être plus... ça excuse peut-être toutes les erreurs qu'on peut faire sur le bruit, la discrétion. Autant quand l'eau est claire, il faut impérativement pas faire de bruit, être très silencieux, etc. Autant là, à la limite, c'est peut-être moins grave si on fait un petit peu de bruit. Non? Le bruit, c'est surtout la visibilité. D'accord, voilà. L'avantage d'avoir de l'eau sale, c'est qu'on n'est pas obligé de vraiment bien se cacher. Il faut quand même, parce que le poisson, c'est pas nous qui voit, il voit une masse. Surtout une masse qui modifie son environnement en fait. Donc lui avoir une masse, c'est ça. Le bruit, que l'eau soit claire ou pas claire, il ne faut pas faire de bruit. D'accord. C'est ça, c'est... Et quand tu as une visie, on va pas dire pourrie, parce que si tu dis 1,50 m au-delà de la flèche, ça veut dire qu'en gros c'est une visie de 2 mètres. Ce que tu vois, toi, c'est des masses. Oui. Et au vu de la forme de la masse, tu devines ce que c'est comme poisson. Pour pouvoir voir cette masse, est-ce que tu travailles avec la luminosité en te mettant bien sûr. Dans un voilà. Et puis s'il n'y a pas du tout de visie, je vais aussi choisir le type de fond. Je ne vais pas aller sur des fonds rocailleux, rocheux, si j'ai très peu de visibilité ou très peu de luminosité. Je vais privilégier du sable, parce que le sable, ça va refléter le sable, c'est clair. D'accord. Du coup, on va avoir un peu plus de luminosité, un peu plus de visibilité. Ah, d'accord. Donc, et à partir de là, on verra aussi un peu mieux le poisson, la forme du poisson. D'accord. Mais par contre, tu seras sur du sable, est-ce que tu arriveras à pêcher n'importe quel type de poisson ou tu seras non, là après, on sera limité. Alors forcément que si on pêche sur le sable ou en limite de sable et roche, on ne va pas trouver les mêmes poissons
que si on était sur du roche ou que du sable. On verra après, à la limite, en fonction de la nature des sols, ce qu'on peut trouver. Et tu disais aussi, donc, peu de profondeur. Dans peu de profondeur, tu chasses, c'est quoi que tu appelles peu de profondeur? 5 mètres. D'accord. 5 mètres. Rappelle-nous, tu chasses t'es capable de chasser dans quelle fourchette de profondeur? Si dans mes bons jours, je descends sur 22-23 mètres. 22-23 mètres. Voilà. Vraiment dans les bons jours. On va dire je pêche généralement sur 17-20 mètres. Voilà, okay. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord, on ne parle pas d'une performance où je fais non, aller-retour, non, non. On parle bien de. Voilà, ça on le fait de temps en temps, mais c'est rare. Quoi. Dans une vingtaine de mètres. Et malgré ça, tu pêches quand même dans les 5 mètres. Ah oui, parce que c'est là où je fais mes plus gros poissons. Ouais. Comme quoi, franchement, il n'y a vraiment pas besoin d'aller à 20 mètres, on se le dit à chaque fois. Mais c'est vraiment ça. Ok, est-ce que tu as autre chose à dire sur la visibilité? L'incidence que ça peut avoir sur le poisson. Donc tu disais, ce que tu aimes toi là-dedans, c'est la traque. Vu qu'il ne te voit pas, il vient plus facilement à toi. Est-ce qu'il est plus vif ou au contraire plus lent peut-être? Non, il sera un peu plus lent parce que justement il va chercher ce qu'il a entendu, ce qu'il ne voit pas. Donc il va essayer lui aussi d'aller chercher ce qui le perturbe en fait. C'est pour ça que des fois on est face à face, on ne se voit pas tout de suite, il faut quelques secondes pour dire ah, c'est le poisson qui est devant moi et puis on le tire. Et lui, pareil, il me regarde, il dit bon ok, c'est quoi, c'est exactement, c'est pas. Est-ce que c'est le pêcheur que j'ai vu hier? Est-ce que c'est ça? Donc, donc ça peut nous laisser un petit peu plus de temps de réaction pour viser, etc. Voilà. Bon, super. Donc, visie moyenne, travailler sur le niveau de luminosité en fonction de la nature du sol. Tout à fait. Dans peu de profondeur et puis pas de bruit comme d'habitude. Voilà. Ok, super. Profondeur, on en a parlé un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc il y a les zones accessibles du bord où on va dire toute profondeur. C'est vrai qu'il y a des zones où ça s'étale, où ça ne descend pas à pic. Bon, ici on a la chance, on est sur une zone où on peut trouver assez rapidement 10-15 mètres de profondeur. On a des jolis tombants, oui. Est-ce que tu privilégies donc les zones peu profondes et dans quel cas tu vas chercher plus loin, que ce soit du bord ou même en bateau, peu importe, mais qu'est-ce qui te pousserait à aller plus profond? Déjà ça va être le créneau que j'aime pour aller pêcher. Le temps? Le temps, le délai. Okay. Donc à partir de là, ça va être la marée. Et en fonction du créneau de pêche que j'ai, du coup je vais choisir la zone ou alors le poisson que je vais chasser. Je vais prendre de faibles profondeurs. Si les courants sont bien, sont là au bon moment où je pêche, si je sais que le poisson est là en ce moment aussi, tout dépend aussi de la période. Donc je vais surtout privilégier déjà la faible profondeur. Je ne vais pas aller sur profond, ça sert à rien. Tu pêches quoi, faible profondeur? Du bar, de la royale, du mulet, de la vieille, tu pêches tout sur la faible profondeur. Il faut juste savoir où aller chercher. C'est tout. Pour ça, il faut aller dans l'eau. Il faut aller beaucoup dans l'eau. Après, la profondeur, je vais plus aller la chercher pour aller chercher le sard, descendre un peu plus profond et puis remonter. Pour aller chercher le sard sur les têtes de roche. Et puis également, si pour sauver j'ai rien fait sur la pêche, eh ben, je vais chercher plus profond, parce que le poisson est peut-être qu'elle est plus profond aujourd'hui. Plus que la veille ou plus que peut-être le lendemain. Donc voilà, la profondeur, je vais y aller que si vraiment j'ai besoin. Ou si je veux me faire plaisir. Il y a une belle visibilité, je me fais une petite perf, tac, là je vais descendre plus profond. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas du tout la priorité, la profondeur, pas du tout. Pas du tout. Et tu me disais tout à l'heure, pour sauver des fois une sortie comme ça, tu vas sur une zone où tu sais qu'il y a peut-être 17, 20 mètres ou un truc comme ça, mais tu sais que le poisson sera là parce que c'est une pierre isolée, etc. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de savoir comment tu trouves ces pierres isolées. Non pas que tu me dises où elles sont, bien sûr. Encore une fois, c'est un peu le trésor de chacun, mais vraiment de savoir comment tu fais pour prospecter, parce qu'en fait, c'est quand même un petit peu de temps passé sous l'eau, mais pour prospecter, on n'y va pas à l'aveuglette. Non, il faut travailler sur les cartes marines. Aujourd'hui, on a des outils sur Internet, là on a Maxosi, ou on a CMAP ou d'autres outils que j'ai pu voir comme ça. Il faut travailler sur les cartes. Et ce qui est important, c'est, au-delà de travailler sur la carte, c'est également travailler avec le courant au niveau des cartes. Parce qu'on peut trouver une belle pierre isolée, s'il n'y a pas tous les éléments pour que le poisson vienne dessus, et ben, le poisson ne sera pas là. Il faut que tous les éléments soient présents pour que le poisson vienne sur cette roche isolée. D'accord. Donc la carte marine, oui. Après, il faut aller sur le terrain pour aller visualiser cette roche et voir les. Donc travailler sur la carte marine,
sur le relief Mhm. et également après travailler avec les courants dessus. Ok, ça marche. Et c'est quoi pour toi une pierre isolée prometteuse? C'est une pierre qui a du relief déjà, D'accord. énormément de relief, qui est dans une zone de courant. Ok. Ça c'est voilà, une zone de courant ou à proximité de courant, hein, là où il peut aller chasser ou se reposer. Que le relief aussi soit adapté à ce poisson-là. Mhm. S'il n'y a que du sable, s'il n'y a pas d'éboulis, s'il n'y a pas tout ça, il y aura du poisson qui va être de passage, mais il ne va pas être sédentaire. D'accord. Donc, voilà. Il faut que c'est ce que je disais, il faut que tous les éléments soient là pour que ce soit une bonne pierre. Mhm. Et puis aussi à proximité de côtes ou d'îles, choses comme ça, quoi. C'est pas juste la pierre qui est isolée comme ça, posée au fond. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire déterminer où sont ces fameuses zones avec du relief, des patates intéressantes, des zones où il y a du courant important, et puis bien préparer ses sorties en vue de prospecter et déterminer les meilleurs spots de chasse sous-marine près de chez soi, eh bien c'est exactement le contenu de la formation que je vous ai créée, dont vous retrouverez le lien juste en dessous. Ouais, c'est une petite pub, mais bon, courte, au bon moment, enfin non, bien comme il faut. Ok, ok. Le relief, justement, tu me disais, alors au-delà de la notion de pierre isolée, où qu'on soit, le relief a son importance. Oui. Et qu'est-ce qui, encore une fois, en préparation d'une sortie, qu'est-ce que tu vas rechercher comme type de relief? Si je prends le cas de la côte sauvage, je vais privilégier là où il y a des tombants, principalement quand même, D'accord. des grandes failles. Mhm. Alors, ça côte sauvage, les poissons sont beaucoup dans les failles. D'accord. Tout type de poisson, encore une fois, enfin, Ouais, c'est pas que principalement. du sard, quoi. Tu Ah vas non, avoir non, du il y a bar du bar aussi, de la dorade royale aussi, qui passe dans les failles. Parce qu'ici on a des grandes failles, il y a des grands couloirs de gravier, grands couloirs de sable. Ça c'est intéressant. Mhm. Donc moi je chasse toujours sur le dessus du relief. Je regarde toujours ce qui se passe au fond. Je suis les poissons, je regarde beaucoup l'attitude des vieilles également. Mhm. C'est elle aussi qui va donner un petit peu le ton de la chasse. Parce que s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de vieille, s'il n'y a pas tout ça, on peut dire derrière, ça va être dur. D'accord. Pas qu'il n'y a pas de poisson, mais ça va être dur. D'accord. Alors que si voilà, on observe qu'il y a de la vie, on entend des bruits et tout ça, voilà, on dit ok, c'est bien parti. D'accord. Donc je vais déjà commencer par regarder dans ces failles s'il n'y a pas du poisson qui dort, qui travaille. Et s'il n'y a rien, je vais en profiter, je vais aller dedans, une fois avoir observé, pour justement me cacher ou aller chercher après du poisson qui passe en pleine eau dessus, choses comme ça. Voilà. Il faut utiliser le relief sur deux aspects. Un aspect justement aller chercher le poisson qui se cache au pied du tombant, ou alors après l'utiliser pour se cacher. Se mettre à l'abri du courant dans les failles, laisser le poisson passer, des choses comme ça. Et ça, il n'y a pas de règle, c'est quand on est dans l'eau et c'est quand on observe l'attitude du poisson qu'on utilise ou pas ces techniques-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a des moments plus précis où on le trouve davantage en bas d'un tombant ou au contraire en pleine eau? Qu'est-ce qu'il fait en bas du tombant? Soit il se repose à l'abri du courant, voilà, il digère, il a bien mangé, il digère, ou alors c'est un pause attente. Il attend que le courant monte en puissance, pour pouvoir aller pêcher, aller manger du coup. Ou alors c'est aussi une zone de traque. En fait, il se met au pied du tombant, il rentre dans le courant, tac, il revient se reposer, il vient se cacher. Il repart dans le courant manger, tac, il revient se cacher au pied du tombant et à l'abri du courant. Voilà. C'est aussi pour lui un outil de cage, de traque aussi. C'est un poste. Donc oui, sur ces zones où il n'y a pas de courant, il ne faut pas non plus les négliger. Surtout si c'est à proximité d'une zone à courant. Alors maintenant, c'est sûr que si on est dans une crique où voilà, il n'y a jamais de courant qui passe là, oui, là éventuellement, on va chercher autre chose. Alors le courant, oui, voilà, moi je l'utilise beaucoup parce que, je parle toujours du secteur Quiberon parce que c'est un secteur qui est vraiment propice à ça. Le poisson est beaucoup dans le courant. Voilà. Donc ça d'une part. Moi, j'aime bien la pêche sportive. Donc, du coup, j'aime bien quand c'est dynamique. Et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de pêche dans le courant. Et puis, il ne faut pas se cacher, le bar, la royale, le sard aussi également, ils sont aussi dans des zones de courant. Ou à proximité de zones de courant. Donc voilà, en fonction de la force du courant, et ben, là, je vais choisir, si je suis comme beaucoup à la palme, voilà, j'ai mes limites en termes de courant. Moi, ce qui m'arrête au niveau de l'utilisation du courant, c'est est-ce qu'il y a du poisson,
oui ou non. Je ne vais pas aller dans le courant s'il n'y a rien, il ne faut pas être non plus idiot. Hein. Et après, c'est une question de sécurité. Est-ce que je suis en sécurité dans le courant, parce qu'il y a quand même pas mal de bateaux. Et puis, est-ce que je tiens au fond? Parce que tu es dans le courant et tu es très au fond, il n'y a aucun intérêt. Hein, tu vas faire des bruits parasites, tu vas faire des gestes aussi parasites, enfin, rien va être bien. Hein, tu vois le poisson, tu n'arriveras pas à le tirer, donc tu prends pas plaisir, il n'y a aucun intérêt. Okay. Les marées, tu nous as dit tout à l'heure que ça a une incidence sur le poisson. Oui. Il y a deux choses, sur la côte atlantique, du moins, on a différents coefficients, avec un arnage plus ou moins important. Et puis aussi les phases de marée, si on est plutôt sur les phases ascendantes ou descendantes, comment se comporte le poisson par rapport à ça? Là également c'est pareil, c'est en fonction du poisson. Tu vas prendre des sparidés, les sparidés, pas trop, la marée n'aura pas beaucoup d'influence, on va dire, sur ce type de poisson. Il y en aura forcément, mais moins que sur du bar ou sur du rade royal ou sur du également. Lui aussi, il joue beaucoup sur la marée. Qu'est-ce qu'on doit privilégier alors pour ces... Ici, je privilégie toujours les marées montantes, enfin marées descendantes, avec des coefficients montants. Marée descendante, mais par contre coefficient montant. Voilà, ça c'est ma petite face. C'est ce que je privilégie pour moi. D'accord. Toi tu préfères partir en gros juste avant l'étal ou à l'étal et tu fais la descendante? Non, je pars du tout début de la descendante et puis je fais des fois une marée complète. Quoi. Voilà. Mais voilà, je privilégie quand même la marée descendante. Là, je sais qu'il y a des collègues, ils privilégient que la marée montante. Voilà, chacun le truc de dit à 14 ans. Pourquoi il y a du poisson tout le temps finalement? Voilà, c'est ça. Moi, je remarque quand même moins de poissons à la marée montante, enfin qui naviguent, qui bougent. Ouais. Donc ça, marée montante et les coefficients montants, c'est important aussi parce que en dessous de 60 le bar, il est un peu moins actif. Est-ce que ça veut dire dans ces cas-là qu'il est au large ou il est plutôt à tout? Non, il est peut-être calé au fond, il travaille moins, mais il est calé dans les trous ou à proximité de... En fait, il navigue beaucoup moins. Voilà. Donc sur les petits coefs, est-ce qu'on peut dire que dans notre région, dans le coin, il faut privilégier par exemple la pêche à trous ou l'indienne pour aller oui, également. circuler? Au pire, si on n'a pas de poisson, on aura un petit peu de homard, des choses comme ça. Oui, tout à fait, parce que si le coefficient est petit, le courant c'est moins fort, en fonction de la zone. Donc le poisson va moins travailler, hein, donc du coup on va privilégier autre chose. Le poisson également, mais ne pas oublier les crustacés également. Ok, et la houle, parce que ça a une incidence forte sur l'état de la mer, mais aussi sur le comportement du poisson. Oui. Je sais que tu adores toi aller dans la... Dès que c'est un petit peu blanc, c'est là où c'est bon. Voilà, moi je ne vais pas trop dans la houle, je vais là où il y a de la vague. Ça casse. Ça casse, voilà. Parce qu'il y a de la houle qui est très mauvaise, si je prends la côté côte sauvage, la houle est très mauvaise. Ouais, okay. On le voit très régulièrement. S'il y a de la grosse houle, tu vas faire de la vieille, mais tu ne feras pas forcément beaucoup de poissons. Après tout dépend d'où vient la houle. Mais c'est vrai pour trouver du bossard. Quand je dis du bossard, il faut qu'il y ait de la mousse. Il faut que la mer soit bien oxygénée pour que le poisson trouve son alimentation et puisse aussi... ok, donc avis aux amateurs, il faut avoir les boyaux bien accrochés. Hein, bon, donc on a vu le relief et l'importance du relief. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la nature des fonds? Parce qu'on a des fonds très différents en fonction de... On en a où c'est plutôt du sable, d'autres de la roche, d'autres du caillou, de la vase. Quelle incidence ça a sur le type de poisson peut-être qu'on va rechercher? Le fond, ça va être déjà une source d'alimentation pour le poisson. Oui. Hein, donc le poisson va utiliser du coup le relief, soit pour aller chercher son alimentation, comme je disais tout à l'heure, hein, ou alors se reposer aussi, également, au pied des reliefs, sur le sable. Hein, s'il y a peu d'eau, le sable va être un petit peu chaud, donc du coup il va être bien, il va se reposer. Ça c'est aussi important. Après ça dépend, en fonction du poisson que tu cherches, tu n'iras pas chercher la même nature de fond. Voilà. Si typiquement tu fais du poisson plat, tu ne vas pas aller chercher sur des massifs rocheux. Quoi. Non, tout à fait. Ici sur Quiberon, on a beaucoup de sable roche. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout type de poisson.
Voilà, ça c'est génial. Donc en fonction de ce que tu as envie de faire, parce que tu peux en gros choisir ton poisson. Ouais, Tu peux aller faire ton petit marché. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais en fait, on a la capacité de dire, voilà, bah là, ici, c'est comme ça, je vais chercher ça. Là, je cherchais du poisson plat parce que c'est la plage qui fait que c'est du poisson plat. Et je sais que par contre, j'aurais normalement pas de bar ou pas de lieu ou pas de... Voilà. Et quand tu as des zones un petit peu qui alternent, des zones de sable et de roche, je sais que la lisière entre les deux est plutôt C'est très propice. très propice. Oui. Alors à quoi qu'au poisson plat ou à d'autres poissons? Non, on va dire à tous les poissons parce que, comme je disais tout à l'heure, le poisson, il est curieux, il va venir te voir. Donc qu'il soit en train de travailler ou qu'il fait son affaire sur la roche ou sur le sable, dans tous les cas, il va venir te voir. D'accord. Donc on se poste au pied de la roche, juste entre les Alors, deux. voilà. Si on veut faire un agachon par exemple. Ça va être au pied de la roche en fonction, si tu as dit laminaire, en fonction de la faune, bien sûr. La faune, il faut la prendre en considération, c'est très important. Voilà. Après, comme je disais aussi, c'est le poisson qui va te guider sur ta technique de pêche. Dernière chose, si tu veux bien, qu'est-ce que tu conseillerais toi à des jeunes qui débutent pour qu'ils prennent du plaisir, que ce soit en sécurité? La plupart du temps, quand on débute, on n'a pas de bateau, donc on va partir du bord. Alors il y a la zone de Quiberon, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans cette région-là, donc c'est super, mais globalement toute la Bretagne est quand même un super spot. En Atlantique, sur toute la, que ce soit en Vendée, etc. Il y a aussi quelques spots sympas, puis en Normandie, il y en a plein aussi. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour démarrer, que ce soit en termes de sécurité ou en termes de zone? Qu'est-ce qu'ils devraient chercher? Ce qui est important déjà, moi c'est ce que je dis aux nouveaux adhérents, ou à des personnes que je peux croiser à la côte, ça serait dans un club. Ça c'est primordial. Pourquoi? Parce que dans un club, on va apprendre les techniques, on va apprendre les bons gestes, la sécurité. Ça c'est la base d'un club, on doit apprendre ça. Après, je ne dis pas d'être adhérent pendant des années, même un an c'est important, il faut apprendre les bases. On va apprendre les bases. Et puis reprendre la base de la pêche marine, travailler sur les cartes, ne pas aller au-dessus de ses capacités, de se connaître. C'est les premières chasses, on va dire, ou les premières années de pêche qui vont te dicter un petit peu tes conditions, tes limites, sur quoi tu dois travailler. Et aller pêcher dans peu d'eau. Peu d'eau, on voit beaucoup de poissons, il y a beaucoup de vie, et on fera beaucoup de beaux poissons. Ça fait beaucoup de poissons. Je sais que je m'amuse de temps en temps faire des sorties sans fusil. Voilà. Et analyser. Qu'on soit avant, pendant et après. C'est super important. Et si on n'analyse pas, on va faire du poisson, c'est pas un souci. Mais on ne va pas avoir une progression, on ne va pas apprendre les mœurs du poisson. Ça, c'est important. Titou, il en parlait très très régulièrement. Il faut apprendre l'alimentation, il faut apprendre le poisson. Et il n'a pas tort. C'est exactement ça. Et ça, c'est à chaque sortie. C'est vrai que des fois, on le fait instinctivement, on n'y pense pas. Mais moi, j'ai mon petit bouquin et je note. Tu as un carnet de pêche? J'ai mon petit carnet de pêche. Il est petit, mais donc je dessine aussi du coup la roche, je dessine le trou, le sens du trou, le sens du courant. C'est aussi pour ma descendance, mon petit aussi qui arrive derrière moi. Je prépare la relève. Non, mais c'est aussi surtout pour des fois ne pas oublier certaines choses. Donc voilà, analyser, noter. Et un jour, on aura peut-être besoin de ce petit bout de papier qu'on a écrit là parce que on est à la ramasse, on ne trouve pas de poisson. Ah, je me rappelle là, j'avais fait un truc, tac, tac, je reprends ça. Ok, bon bah écoute, je te remercie beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Parce que c'est assez rare de tomber sur quelqu'un qui est ok pour partager son expérience. Et je donne des roches également. Et en plus, je donne des roches. C'est vrai. Après, c'est ce que je dis, on peut donner des roches, mais il faut savoir pêcher sur la roche. Exactement. C'est pas faute d'être allé, que tu m'aies envoyé sur des endroits où habituellement je trouvais rien, sauf que le jour où tu m'y emmènes, pourquoi il y avait quelque chose, et puis inversement. Donc on a bien conscience de ça. Merci encore pour tout ce que tu fais, que ce soit en club, au-delà du club, parce que voilà, je sais que tu es très actif. Pour plein de choses. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Je remercie encore Arnaud. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on va en faire plusieurs des vidéos comme ça. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs, je te ressolliciterai peut-être sur d'autres sujets, peut-être la sécurité, l'alimentation, tout ça. Parce qu'il y a aussi là beaucoup de choses. Surtout sur la sécurité.
Exactement. Je suis bien placé pour en parler. Ok, allez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Avec plaisir, ça marche. Allez, Bravo les potos. au revoir, bonne vidéo. Tiens, on a oublié un petit truc. La réglementation a changé. Voilà. Ça y est, depuis cette année, on passe à 3 bars par jour et par personne. D'accord. En dessous du 48e parallèle, donc nous sommes concernés. Donc avant de tirer un poisson, il faut bien choisir. Ok, 48e parallèle, en gros, je sais qu'il démarre du côté de Audien. Audien, c'est ça. Ouais, Audien, voilà. Tout ce qui est en dessous, donc 3 bars par jour et par personne. Ouais. Et au-dessus? C'est pas de bar, 0 bar. Voilà. Ok, bon avis aux pêcheurs, les amis, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres poissons, et puis il y en a d'autres, il y a des poissons très très sympas à aller pêcher, et puis ça va, de toute façon il faut se mettre en conformité avec ça. Il n'y a pas de souci. Puis 3 bars tous les jours, tout le monde ne le fait pas, et puis c'est suffisant. C'est bien. Voilà. Si déjà on en prend un par jour, c'est bien. On sera bien content. Ouais. Et tout le monde ne va pas chasser tous les jours. Exactement. Donc, voilà. Bon, allez, salut Arnaud. Merci Stéphane. Allez.